allons faire l'appel. Mathilde Martine présente. Chef Marie-Pierre. Présent. Le Breton Frédéric. Présent. Ricardo Martine. Présent. Safford Pierre. Présent. Combier Marie-Christine. Présent. Mousser François. Présent. Larande Véronique. Présent. Lunux Stanislas qui devrait arriver. Damani Samira. Fort Aliran Estelle qui doit arriver. Roche Patricia. Présent. Sirvan Iliane. Ranchon Denis. Bouguera Nadia qui devrait arriver. Royer Christian. Gosier Sylvie. Marceline Abiba qui a donné procuration à partir de 19h30 puisqu'elle doit partir. Serre Claude. Présent. Boyer Isabelle. Présent. Davis Christian. Présent. Alain Dominique. Murcia Antoine. Stella Julie qui a une procuration à M. Denis Lengue. 16 Jean-Pierre. Guillaume Stéphane. Madame Céline, je ne sais pas. Ah ben voici les retardataires. Alors, la secrétaire de séance sera Madame Estelle Elba. Elle a été présentée. Avant de démarrer ce conseil, je vais vous demander de faire une minute de silence pour le décès de Jean-Mathieu Pelletier, qui est au personnel de la commune. Merci. Je vous remercie. Alors, le point 1 qui va être rapide, c'est l'information à l'installation d'une nouvelle conseillère municipale, donc en remplacement de Patrick François qui était démissionnaire. Donc, bienvenue à Isabelle, vous voyez, dans notre instance. Je rappelle à l'Assemblée la démission de Patrick François en date du 1er avril 2025 et explique que conformément à l'article 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiate après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant. Il s'agit donc de Madame Josette Boyer, conseillère municipale le 4 avril 2025. Ensuite, nous allons passer à la... Oui, je voulais juste, au nom du groupe Olivier au cœur, recevoir comme il se doit la nouvelle conseillère municipale, Madame Isabelle Boyer, qui est aussi devenue conseillère municipale depuis le 1er avril. Donc, approbation du procès verbal du conseil municipal du 2 avril 2025, qui est proposé à l'Assemblée d'approuver le procès verbal du conseil municipal du 2 avril 2025. Avez-vous des questions? Oui, deux points. Le premier, comme je viens d'indiquer, Antoine Moussa, il avait voyé les conseillers municipaux, je suis créé dans le 4 avril, donc il va figurer le procès verbal des conseillers absents. Et je voudrais surtout rappeler à ces membres, du coup, par les en maternelle, en première, en école publique, que le serment qui était engagé à transmettre les éléments. On a fait une relance par mail le 13 avril dernier. Nous n'avons toujours pas vu ces éléments. Alors, je réponds. Donc, la Madame Isabelle Boyer est devenue conseillère municipale en date du 4 avril, puisque ça a été validé par Madame la préfète en date du 4 avril. En ce qui concerne votre question, elle fera partie des questions diverses à la fin du conseil. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, à l'unanimité. Donc, nous allons passer au point numéro 3. Je remercie Mathieu Constantin et Claire Mertz d'être présents et on va vous présenter l'avis sur le PUH Braga arrêté par le Conseil communautaire en date du 10 avril 2025.
En préambule, quelques rappels et contextes de la reprise, puisque, en fin de compte, quelques points qui avaient été soulevés par les personnes publiques associées dans le premier projet qui avait été déposé. Une consommation d'espaces naturels et agricoles bien que fortement réduites par rapport aux consommations passées. Elles étaient encore jugées trop excessives selon l'État. Une mobilisation du foncier disponible dans les secteurs déjà urbanisés insuffisante et la production de logements à renforcer en densification plutôt qu'en extension. Il y avait eu un avis favorable sur plusieurs secteurs d'extension urbaine fléchés, mobiliser des secteurs moins impactants pour l'agriculture et fonctionnalités écologiques. Donc en septembre 2024, on avait le choix soit d'abandonner la procédure ou de continuer en reprenant le dossier avec un décalage du calendrier. Donc sans retouche de notre projet de territoire et maintien surtout des ambitions, de nos ambitions politiques. Donc je rappelle quand même que le PLUH a démarré en 2018 et que ça a été un travail très intensif par rapport à toutes les communes qui forment le territoire de la Loire. Donc les étapes à venir. Il y a eu consultation et enquête publique. Donc le 10 avril 2025, le bilan de la concertation et il y a eu l'arrêt du projet du PLUH par le Conseil communautaire. Et à court terme, donc, il y aura des consultations de commission ad hoc. Alors, consultation des communes, comme nous le faisons ici ce soir, nous sommes la troisième commune à passer, parce que les deux premières, il y a eu Larnas et Bidon. C'est juste. Ensuite, donc pendant ces 4 mois-là, consultation des personnes publiques associées, et ensuite il y aura l'enquête publique qui se déroulera, je pense, vers le mois de septembre, aux environs du mois de septembre, et il y aura 2 mois pour que le commissaire enquêteur, qui est une personne qui est désignée par le tribunal administratif, qui viendra écouter et surtout prendre toutes les doléances des personnes qui ne seraient pas d'accord avec le projet proposé ou qui auraient d'autres projets qui pourraient éventuellement sortir. Donc les dernières modifications, ce dossier du PLUH se feront fin 2025 et avec l'approbation avant mars 2026 ou après septembre 2026 en fonction de l'avancement de ce calendrier. Et après les dernières modifications, donc il y a le PLUH qui deviendra opposable. La composition du dossier du PLUH n'a pas du tout changé. Il reste à l'identique avec le rapport de présentation du diagnostic territorial, l'état initial de l'environnement, justification des choix retenus, évaluation environnementale. En point 2, le projet d'aménagement et de développement durable, soit le PADD, le programme d'orientation et d'action d'habitat, le POA, le règlement, avec un règlement graphique, plan de zonage, règlement littéral, les orientations d'aménagement et de programmation, les OAP, et ensuite les annexes qui seront jointes à ce PLUH. Donc, dans les zones urbaines qui ont été demandées, qui ont été rétrécies, et je laisse la parole donc à Claire ou à Mathieu. Donc effectivement, on a dû revoir la délimitation de nos zones urbaines. Donc là, vous avez l'exemple sur Vivier, c'est une zone UEQ qui contient le sud de la mairie. Donc voilà, c'est un exemple de rétrécissement de zone UEQ. Là, au sud, alors au nord, on est sur le stade avec le projet, enfin, donc, il y a le contrat qui est déjà installé. Et effectivement, au sud, on a réduit du coup au strict minimum sur les implantations et les équipements existants. Donc je crois qu'on est sur la steppe, j'ai perdu le nom. Mais voilà, l'État nous a demandé en tout cas de tenir compte uniquement des équipements existants et de limiter au maximum les consommations foncières. Un autre point donc effectivement majeur sur Vivier, ça a été la suppression de zones urbanisées entre le premier et le deuxième projet. Donc là vous avez 2 extraits. En haut vous avez donc à gauche la première zone 1UB qui a tout simplement été supprimée dans le nouveau projet, donc c'est la zone à Haut-Aigneux.
Donc, dans ce nouveau projet, on est sur une zone agricole. Et deuxième secteur, plus au sud, dans le secteur des Sautelles, où on avait effectivement aussi une zone à urbaniser qui a été du coup supprimée et mis en zone agricole. Donc là, effectivement, la suppression de ces zones à urbaniser, ça nous fait donc retirer du potentiel de logement à construire sur la commune de Viviers. Donc il a fallu essayer de retrouver des secteurs et la tâche a été plus que difficile. C'est pour ça effectivement qu'il y a eu donc plusieurs sites des opérations plutôt de requalification dans les tissus urbains existants qui ont été fléchés, qui ont été quantifiés pour compenser en fait la disparition de ces zones à urbaniser en extension. Donc c'est pour ça qu'on pourra peut-être éventuellement y revenir. Mais dans le nouveau projet, on a identifié voilà, le futur ancien hôpital comme un potentiel de logement. La maison de retraite des Opalines qui va se reconvertir en immeuble de logement et un autre site assez important, les anciens laboratoires Lafarge, donc dans le quartier des Sautelles. Sur une autre modification majeure, on se trouve là donc, tout au sud, en limite de la commune de Saint-Martin. C'est la cité du barrage. Donc, dans le premier projet, on avait effectivement une grande zone de 3,39 hectares qui pouvait accueillir jusqu'à 85 logements, donc 14 logements sociaux. Donc, on a mis une orientation d'aménagement et de programmation qui définissait à l'intérieur des grands principes d'aménagement. Ce projet, effectivement, a été retoqué aussi par les services de l'État. Nous demandons peut-être de réduire un petit peu le secteur. Et c'est pour ça qu'il a été, donc là, dans le second projet que vous voyez à droite, donc il a été réduit, légèrement décalé sur la partie est. Et donc là, on se retrouve voilà, avec une superficie d'1,71 hectare, donc à peu près la moitié. Donc 43 logements à venir, dont 10 logements sociaux. Et c'est pareil, la perte se répercute dans le potentiel à réhabiliter en fait, dans les opérations de requalification. Donc ça, c'était la partie sur les zones urbaines qui ont été donc soit supprimées ou rétrécies. Un autre changement majeur donc, sur la commune de Viviers, ça va être au sud du site de Lafarge, donc au nord de la commune, où il a été classé en zone UI, donc sur la partie à gauche, donc tout au sud, en zone UI, donc c'est zone urbaine à vocation économique, un site pour implanter la future usine de décarbonation de Lafarge. C'est un projet à moyen long terme, donc c'était plutôt une réservation foncière demandée par le gestionnaire. Et l'État, plus d'autres membres de la CZNAF, nous ont effectivement demandé de reclasser ce tellement en zone 2AU. Donc en fait, c'est une réserve foncière bloquée qui nécessitera une procédure de modification ultérieure du document d'urbanisme. Parce qu'aujourd'hui, en l'absence en fait, d'études environnementales, ce qui est le cas, le site n'est pas totalement prêt à être immédiatement ouvert voilà, pour cette usine. Donc avec Lafarge, ils nous ont effectivement dit oui, l'étude, on va commencer les études, et la réception, on pourra engager une procédure de modification du PLUH pour ouvrir la zone, donc, qui est délimitée à droite. Elle a d'ailleurs un petit peu aussi évolué, c'est qu'elle tient compte du risque inondation sur la partie voilà, plus au sud. Une fois qu'elle sera ouverte, le projet pourra effectivement être déposé. Autre point donc important sur la commune, alors pas que sur la commune, parce que toutes les communes du territoire intercommunal sont concernées par cette disposition-là. Effectivement, l'État nous a demandé d'optimiser la production de logements sur les tellement non bâtis qui ont une superficie assez importante, donc c'est à partir de 2500 m². L'État nous a demandé de revoir à la hausse nos densités sur les dents creuses stratégiques. C'est pour ça qu'à gauche, vous aviez donc dans le premier projet, donc là on est sur le secteur de Valmont, Cerf-de-Brion, on avait une dent creuse stratégique, donc de 4600 m², qui avait vocation à recevoir 5 logements. Ces périmètres-ci que vous voyez jaune, pointillé noir, vous les retrouvez dans le dossier des OAP où à l'intérieur vous avez toutes les orientations d'aménagement et de programmation dites de densité.
Donc c'est un schéma beaucoup plus simple que les orientations d'aménagement de programmation sectorielle. C'est juste qu'on définit éventuellement des principes d'accès et en fait un nombre de logements minimum à produire. Donc ça n'a pas changé, c'est juste les seuils qui ont été revus à la hausse. Et donc à droite, dans la nouvelle version, vous avez toujours le périmètre de la dent creuse stratégique de Valmont qui a été aussi modifié pour tenir compte en fait tout simplement des jardins des personnes qui vivent au-dessus et qui n'allaient pas forcément être d'accord pour vendre leur jardin pour une opération en contrebas. Donc on a tenu compte de l'unité foncière du Ténement, c'est pour ça qu'on a revu en fait à la baisse le périmètre, on est passé de 4600 m² à 2900 m², mais vous voyez que le nombre de logements est resté inchangé. C'est parce qu'en fait les principes de densité ont été augmentés. Donc avec moins d'espace, on devra toujours faire sur ce secteur 5 logements. Et du coup, ça a déclenché une nouvelle dent creuse stratégique, plus au nord, donc c'est la loi des densités de Valmont Nord, où là, sur ce thème-là, sur ces 3000 m², il y aura effectivement un objectif de 5 logements à respecter. Donc ça ne sera pas 2, 3, ça sera effectivement 5 logements sur une opération d'aménagement d'ensemble. On a d'autres dents creuses stratégiques à l'échelle de la commune et sur l'ensemble du territoire, et du coup, vous pouvez les consulter dans le dossier donc, des OAP. On a fait voilà, état des principaux changements. Après, effectivement, c'est dans le dossier que vous pourrez voir où on est passé de 12 à 17 logements à l'hectare voilà, sur certaines parties. Donc après, on peut passer au bilan de la concertation. Oui. Alors, le PUH, ça a été une concertation en continu, une démarche qui a fortement mobilisé. Il y a eu plus de 400 participants pour l'ensemble des 10 réunions publiques, donc plus de 120 à la dernière du 4 février dernier. Près de 130 participants pour les autres temps de concertation. 275 doléances particulières inscrites dans les registres de concertation évaluées au regard de leur compatibilité avec les orientations du PADD, dont 8 localisées pour nous, on a 77 localisées pour la commune. Alors, bidon, il y a eu 3 doléances, pour Saint-André 61, Gras 7, Larnas 5, Saint-Just 8, Saint-Marcel 62, Saint-Martin 4, Saint-Montan 48 et Villiers 77. Donc la concertation a été au cœur du projet. Une réunion publique à chaque étape, au diagnostic, le PADD, l'ARE 1 plus l'ARE 2. La concertation a été effectuée tout au long de la démarche et nous avons fait 6 réunions en plus par rapport aux modalités, soit 10 réunions publiques au total. Une mise à disposition des documents d'études validés par la communauté de communes Raga. Une publication des documents d'études validés sur le site internet de la communauté de communes, plus une page internet dédiée à la démarche. La tenue d'un registre à la communauté de communes Raga dans les mairies. L'information de la population, panneaux lumineux, lettres d'information intercommunale, bulletins municipaux, plus panneaux d'exposition, entrée des mairies, siège de la communauté de communes Raga. La possibilité d'adresser des observations à la présidente au service urbanisme de la communauté de communes et la possibilité de consulter à leur demande les associations locales d'usagers agréés. Il y a eu un forum d'acteurs socioprofessionnels, plus réunions et des ateliers du monde agricole et de l'habitat. L'ensemble des modalités de la concertation a donc été bel et bien respecté, voire au-delà. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qui concerne vraiment, donc c'est un projet de 5 logements sur 2500-600 m². Est-ce qu'au préalable, vous avez pris en compte la faisabilité pour le traitement des eaux usées? Parce que c'est un secteur qui pose pas mal de problèmes de ce point de vue. C'est un secteur, effectivement, où on a des services techniques qui nous ont fait part d'alerte, que ce serait un secteur très difficile à desservir, mais pas impossible. Après, c'est une question financière. Mais effectivement, ça a été soulevé que la desserte, alors en eau moins, mais l'assainissement, ça serait effectivement peut-être un point bloquant sur ce secteur. Sachant que les OAP
définition de certaines, par rapport justement, soit les eaux usées, ou soit des problèmes de sortie de route ou autres qui seront effectivement analysés. Oui, mais la complexité étant connue, je trouvais très hasardeux de faire d'ores et déjà ce genre de projet de classement sans un minimum d'études préalables. Après, je me permets de répondre, hein, mais c'est délicat d'avoir une analyse sur l'intégralité des parcelles qui sont rendues constructibles à ce stade. Dans le schéma directeur d'assainissement, il y a un projet d'ensemble de raccordement des secteurs en zone AU. Le principe qu'ont fixé les élus du conseil communautaire, ça a été vraiment de dire on n'ouvre pas des nouveaux secteurs en extension. Alors on ne parle pas des zones stratégiques, mais des zones là urbanisées, des futurs quartiers lotissements, etc. Donc sur l'idée, c'est sur les du barrage. On n'ouvre pas ce nouveau secteur tant qu'on n'a pas l'assurance d'avoir l'assainissement collectif qui soit raccordé sur ce volet-là. Il y a un programme de travaux qui est intégré, vous l'avez dans les annexes sanitaires, qui vous indique aussi la programmation de tous ces travaux. Après, les dents creuses stratégiques, elles nécessitent des analyses au cas par cas. Ça nécessite aussi de savoir si le tracé de cet assainissement collectif il va pouvoir emprunter éventuellement des servitudes de réseau. Et au stade où on est au moment de la programmation d'un document d'urbanisme, on n'a pas la connaissance fine du projet qui peut être porté par les propriétaires, etc., de la configuration, du nombre de lots effectivement fixés, etc. Donc, ces ajustements, ils doivent être connus pour avoir des études sérieuses pour pouvoir ensuite procéder à une analyse convaincante sur des OAV ainsi. En général, on le fait plutôt au stade du démarrage du projet, une fois qu'on en sait plus, qu'on a analysé la configuration. Il est vrai que sur ce type de secteur, pour finir, souvent on va aller chercher des parcelles privées pour pouvoir desservir, et donc ça suppose l'accord de plusieurs personnes, etc. Encore une fois, on l'a dit à plusieurs reprises en réunion publique, je sais que ça va pas de soi, mais une parcelle qui est constructible ne veut pas forcément dire qu'on va pouvoir nécessairement y construire. Lors de l'analyse du permis, etc., il peut y avoir des contraintes techniques qui peuvent s'opposer à la réalisation d'une opération. Ce n'est pas notre souhait, l'objectif c'est que tout se puisse se faire. Si vraiment il y a une incapacité technique, on peut à un moment donné refuser l'autorisation là-dessus. Et l'objectif c'est de trouver des solutions là-dessus. Oui, d'abord je voudrais saluer l'évolution de la méthode depuis la méthode de travail depuis le rejet du premier arrêt du flux intercommunal par l'État. Vous l'avez mis en avant, l'organisation de la dernière réunion publique qui a fait suite à ce premier rejet a réuni 120 personnes alors qu'au total on est à 400. Ce qui montrait bien qu'il y avait une attente et cette réunion a permis, je pense, d'expliquer clairement les enjeux des modifications apportées. Et je voudrais souligner aussi l'initiative de la présidente de la Draga de réunir en amont du conseil communautaire qui a fait arrêter le deuxième projet, de les réunir en amont de la séance pour une présentation complète des évolutions. Donc c'était une vraie amélioration qui méritait d'être soulignée. C'est un petit peu dommage que ce soit intervenu tardivement et qu'on n'ait pas eu la même méthode sur la fin de l'élaboration du premier arrêt, puisqu'on le voit, une concertation plus large permet d'éviter des points qui ont été soulevés, je dirais aussi localement, dans les différentes communes, suite à l'arrêt du premier projet. La présentation que vous venez de faire entre différence entre le premier projet et le deuxième projet avec des cartes, ça parle à tout le monde. On aurait aimé avoir la même présentation entre le plus précédent et le nouveau flux intercommunal, commune par commune. Et nous, en tout cas, sur l'idée, c'est quelque chose qu'on avait demandé. Ça aurait été aussi, pour tout le monde, une façon beaucoup plus simple d'apprécier des évolutions et d'anticiper les réactions légitimes de certains habitants concernés par ces évolutions. Alors, justement, nous, sur Villiers, on est heureux d'abord que les deux zones qui posaient particulièrement problème ont été abandonnées, vous l'avez dit.
charge va poser des problèmes de circulation à l'intersection de la RD86 avec l'avenue du 19 mars. Et dans ce secteur résidentiel, nous demandons une plus grande diversité de logements et de logements plus spacieux que seulement des T2, T3. De la manière vous l'avez vous-même résolu lors de la réunion publique sur la mobilité, le carrefour entre les RD86. Vous êtes déjà dans l'amendement là, c'est ça? Non, Parce que comme vous faites Oui, un amendement après, donc tant qu'à faire, on y passe. L'amendement découlera de notre intervention, hein, c'est une conséquence de notre intervention. Donc, vous l'avez reconnu vous-même, le carrefour entre la RD86 et l'avenue du 19 mars doit être aménagé. Et donc, nous souhaitons qu'à ce stade du projet, les documents d'urbanisme prennent en compte cette nécessité en conditionnant l'aménagement des friches à un aménagement préalable du carrefour. Est-ce que les questions sont terminées pour Non, l'UIH? Oui. C'est juste une remarque et une question. La première remarque, c'est au sujet de la qualification que vous avez employée. Ce n'est pas le bon adjectif. Vous avez mis compatibilité, il y a marqué comptabilité. Alors c'est lequel? Bon, dans la page d'avant. C'est pas moi qui ai fait. Non, mais justement, vous avez dit compatibilité. C'est pas le bon adjectif. Alors c'est bien parce qu'il y a le correcteur d'orthographe. Hein, donc, c'est pas une faute d'orthographe, c'est pas le même. Oui, Sur la présentation faite. Sur Valmont. Sur Valmont. Ouais, c'est ça. Alors, là, monsieur le juge, je vais peut-être retourner bon, sur et la deuxième question. Ouais, c'est pas grave. Mais ça change le sens de la phrase. Et la question, c'était par rapport à cette zone d'affaires qui a été réservée, c'est un petit peu comme un droit de préemption pour un futur projet privé, ça, non? On peut l'appliquer, ce... Je veux dire, c'est comme si vous l'aviez fait en tant que maire, un droit de préemption sur ce terrain. Mais Sur la zone d'affaires. Sur la zone de la Farge, c'est-à-dire donc à la cité, derrière la cité. Oui, c'est ça. Oui, et comment on peut appeler ce système-là? Parce que je ne comprends pas trop bien. C'est vous qui... Enfin, c'est le conseil municipal qui acte pour réserver ce truc-là ou c'est la bagarre? non, c'est pas du tout, c'est la Farge. On a peut-être été confus dans l'explication. En fait, le secteur aujourd'hui est propriété de la Farge et il n'y a pas de transfert de propriété culturelle. Le fait de basculer ça en zone 2 AU, c'est ce qu'expliquait Claire tout à l'heure. En fait, on parle de réserve foncière, mais c'est pas une réserve foncière pour la collectivité. Ça reste bien propriété de la Farge. Voilà, ça reste privé. En fait, le principe, c'est qu'on conditionne l'ouverture à l'urbanisation, là en l'occurrence, à la finalisation des études environnementales, puisque les études environnementales vont pouvoir avoir éventuellement un impact, parce que vous avez une séquence éviter, réduire, compenser, et donc potentiellement il peut y avoir un impact sur le périmètre, sur les installations, sur le projet qui doit en tenir compte. Et donc l'ouverture à l'urbanisation, elle va être conditionnée à ces éléments. Au moment, c'est gelé. Voilà, alors ça veut dire que là aujourd'hui, si la Farge déposait un permis de construire pour réaliser son projet, on ne pourrait pas l'accorder. Et vous verrez d'ailleurs, comme le disait Claire, il va y avoir pour pouvoir l'ouvrir, il y a une procédure de modification mais qui est propre à ce projet-là, qui vous permet aussi, élus, citoyens, de pouvoir vous prononcer et d'avoir accès aux éléments de projet qui seront aussi mieux précisés de la part de la Farge. Donc le PLU s'adapte à un futur projet. Exactement. Par contre, on prend cette zone en disant, voilà, il y a quand même on ne dit pas il n'y a rien, il y a un projet qui est à l'étude et qui nécessitera des préalables avant d'être ouvert à l'organisation. C'est comme tous les autres projets, c'est bien sûr du privé, et aucun projet municipal n'est sur tous les projets que vous avez présentés ou sur le PLUH. Et après, il y a peut-être des projets qui ne pourront pas se faire non plus par rapport à des contraintes. Là, je m'entendais parce que c'était un truc professionnel, quoi. C'était une usine à Farge. Oui, mais c'est sur leur propre terrain, de toute façon, c'est leur Vous avez propriété. compris ce que je voulais dire? Alors, je me suis mis. C'est de leur côté, c'est écrit en vert en plus. Non, c'est sur le texte, en fait. Sur le texte, Donc, d'accord. Ah, donc ici. Sur le bien de concertation. Après, je crois. Vous voulez monter ça? Ça, j'ai rien. C'est ça charge le sens de notre phrase, c'est pour ça que vous voulez savoir lequel était le mot. Celui-là, je crois. Celui qui dit ça. Ah, celui que vous avez passé. Voilà. Comptabilité, il y a marqué. Oui, vous faites bien, c'est bien. Alors que la
faites bien de tout dire. Toutes nos excuses. Non, c'est parce que ça change. C'est bien compatible. On regarde si les orientations sont compatibles avec le projet de les l'aménagement. futurs conseils municipaux. Merci. Saint-Just ne l'avait pas vu. Pourtant, il y a l'IA maintenant. Ah non, on ne fait pas encore les choses. Est-ce qu'on est bon là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Donc, avant de passer au vote, Monsieur Lavigne, vous avez souhaité présenter un amendement de vote. Alors oui, effectivement, donc, en lien avec mon intervention, et l'enjeu de la reconversion des friches, notamment celle de l'ancienne maison de retraite des Opélides et des anciens laboratoires notables. Donc vous aviez indiqué en réunion sur la mobilité que des contacts étaient faits avec le département pour la création d'un gératoire d'ouvrage de rond-point, vous êtes sensible au caractère impérieux de l'aménagement du quartier entre la RD86 et l'avenue du 19 mars en lien avec ces constructions nouvelles. Je reste aussi d'autant plus important que d'autres projets ont été annoncés lors de cette même réunion, de façon à marquer sur le même site que vous avez trouvé souhaitant distribuer, et la mise en respect piétontique uniquement du chemin de l'adresse, en tout cas c'est l'avenue du 19 mars qui est déjà la seule sortie du quartier, sera également la seule entrée, même si le chemin de l'adresse n'est pas très large et très facile. Voilà, donc nous, notre amendement a pour objet de demander d'ajouter dans la délibération sur l'avis, donc avant d'émettre un avis que je pense plutôt défavorable, c'est marqué favorable ou défavorable, mon projet, parce que vous avez proposé un avis favorable, et donc d'ajouter auparavant, d'ajouter dans le projet de publiage les dispositions nécessaires afin de conditionner toute autorisation de transformation des friches en logement des zones UEQ couvrant les parcelles. Alors, vous avez une copie, nos plans sont décalés quand on va chercher les numéros de parcelles, c'est la AM 407 et non pas la 628, d'une part, et c'est 46 à 48 et non AM 84, 87, 89, 303, qui est indiqué dans le projet de notre part. Donc, préalablement, à l'aménagement du carrefour entre la RD 86 et l'avenue du 19 mars, permettant d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic à cet endroit. Alors, Monsieur Alain, c'est bien que nous avons appréhendé dans nos projets le flux des véhicules supplémentaires. Suite à la mise à disposition du dossier au public, plusieurs courriers ont été enregistrés et interpellent sur l'augmentation du nombre de voitures dans le quartier et la gestion du futur trafic routier, eu égard aux nouvelles opérations d'aménagement envisagées dans le secteur. Il est donc proposé dans ce chapitre de répondre à ces inquiétudes, même si l'objet de la procédure de modification simplifiée ne concerne que la transformation de l'ancien bâtiment Les Opaliers. L'évaluation des autres opérations d'aménagement permet d'avoir une analyse complète à l'échelle du quartier des Sautelles. Je vous détaille donc les projets de réhabilitation, de construction, de requalification qui sont présentés ci-après. Donc il va y avoir le projet d'EHPAD, la résidence à 10 rue des Vignes, l'ancienne maison de retraite des Opalines, les logements collectifs Barulas et l'ancien labo Lafarge. L'échelle du périmètre étudié permettra à la municipalité d'avoir une analyse globale pour engager des discussions avec le département au sujet de la jonction entre l'avenue du 19 mars 1962 et la RD 86. Le nombre de logements, dans l'hypothèse où tous seraient occupés, est estimé à 265, soit environ 500 voitures qui occupent déjà le quartier des Sautelles, auxquels s'ajoutent les flux routiers. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui, je précise. Ponctuels, liés à la salle des fêtes, les tennis ou la piscine, équipements publics qui existent depuis de nombreuses années, donc le trafic existant, et plus régulier pour la cave coopérative et la DAPEI, activité économique qui existe également depuis de nombreuses années. Concernant le projet d'EHPAD, construction nouvelle, déplacement du centre vers Veillon, 110 lits à créer, démarrage des travaux fin 2025, déplacement des flux générés par l'EHPAD du centre-ville vers Vigueur, qui sont des flux de véhicules légers, personnels et publics visiteurs, des flux logistiques avec majoritairement des flux de camionnettes, liaison du CH de Bourg-Saint-Andéol et l'EHPAD de Vivier, avec ponctuellement pour des livraisons de type d'aménagement et de matériel, donc de couvre
Environ 50 véhicules jour estimés par la présence de cet équipement. Les personnes hébergées au sein de l'EHPAD ne sont pas véhiculées, donc qui est 110 lits ou 130 lits, c'est pas eux qui vont faire du flux. La rue des Vignes conservera son sens unique afin de limiter le trafic. Et contrairement à ce que vous avancez, quel que soit le nombre de lits, ce ne sont pas les résidents qui vont créer un flux supplémentaire, puisqu'ils ne sont pas véhiculés, je viens de le dire. Peut-être leur famille. Résidence Marie-Romieu, portée par A10 rue des Vignes, construction nouvelle, 17 logements seniors. Démarrage du chantier janvier 2026. S'agissant de petits logements pour un public spécifique, on va tenter un véhicule par logement. Ça fait à peu près 17 voitures supplémentaires qui sont estimées, réparties sur l'aire de stationnement privé-public le long de la rue des Vignes. Ancienne maison de retraite et les eaux paliers. Réhabilitation, transformation d'usage. 40 logements maximum sont prévus. Démarrage de travaux en 2026. La maison de retraite générait des flux routiers salariés, déjà, visiteurs, livraisons, qui se sont arrêtés avec la fermeture du site. La transformation de ce bâtiment en logement va augmenter le trafic d'environ, on va dire, 60 véhicules, ce qui fait 1,5 véhicules en moyenne par logement social. Logement collectif Barulas. Construction nouvelle, 20 logements. Livraison août 2025. Finalisation de la construction s'agissant de petits logements pour un public spécifique, on va dire une voiture par logement. Ça fait 20 voitures supplémentaires estimées. Ancien labo Lafarge. Requalification. Minimum 50 logements à créer. Ça démarrera 2027-2028. En l'absence d'un projet déterminant les typologies et nombres de construction, on va dire 50 x 2, ça va faire 100 véhicules. Desserte possible par le chemin de Barulas à Saint-Sully. Au total, et à terme dans ce quartier, ce seront environ 135 logements nouveaux qui seront créés, soit environ 247 véhicules supplémentaires. Ces nouveaux flux représentent une augmentation de 50% du trafic actuel, certes. Les largeurs de voirie du quartier sont suffisantes pour supporter cette augmentation et la circulation actuelle à sens unique des rues n'a pas vocation à être modifiée. Cependant, un enjeu d'aménagement du carrefour entre la rue du 19 mars 62, artère du quartier, et la RD 86 est à traiter pour éviter et limiter les congestions routières sur la 86. C'est pourquoi la municipalité, comme indiqué lors de la réunion publique dédiée à la mobilité, a d'ores et déjà pris attache avec le département, en charge de la gestion de la route départementale, pour lancer une étude de faisabilité sur le carrefour qui déterminera le type d'aménagement adapté aux besoins futurs, ainsi qu'une étude de circulation en mode doux, piéton et cycle dans le quartier et en connexion avec le centre-ville sur la via Romain. Pour votre information, nous avons rendez-vous le 2 juin, donc c'est la semaine prochaine. Vu le calendrier des opérations échelonnées entre 2026 et 2028, voire 2030 et plus, livraison des logements, il n'est pas nécessaire de conditionner la délivrance du permis de construire de la transformation de l'ancienne maison de retraite à l'aménagement du carrefour et au démarrage du chantier du futur EHPAD de la résidence Marie-Romieu. Le caractère progressif des opérations offre une fenêtre de temps utile pour ajuster les réponses en matière d'aménagement urbain, voirie, carrefour, stationnement, au fur et à mesure de la concrétisation des projets. Cela permet de tester, mesurer, corriger les effets sans subir un choc brutal. Concernant le stationnement, leur dimensionnement à chaque opération a été conçu pour limiter au maximum les reports sur la voie publique. En parallèle, des mesures de régulation du stationnement ou de gestion des vitesses pourront être activées si une tension se confirme. Compte tenu des choix de développement opérés par la municipalité, privilégiant la densification à l'extension urbaine pour la requalification de friches, réhabilitation de bâtiments vacants ou nouvelle construction en dents creuses, les flux routiers peuvent s'intensifier dans le quartier des Sautettes avec un réseau viaire en capacité d'absorber ces nouveaux flux, gradués dans le temps en fonction de la sortie de chaque opération. Il s'agit ici de réhabiliter un bâtiment existant, désaffecté sans consommer d'espace naturel ou agricole, conformément aux objectifs de sobriété foncière. Ce choix urbain limite l'étalement urbain, réduit les distances domicile-travail et participe à la revitalisation du quartier.
Le coût collectif d'un développement diffus serait bien plus lourd, y compris en termes de circulation. Vous parlez également d'un parking sur le terrain des laboratoires Lafarge. Je pense qu'on n'a pas dû être très clair. À l'usage des touristes souhaitant visiter Viviers. Je vais vous éclairer donc. Ce parking que nous allons ouvrir ne sera pas pour les touristes, mais pour les Vivarois. Nous allons donc d'abord ouvrir ce parking avant de supprimer le stationnement dans le chemin de Barulas. Il n'y aura donc pas plus de flux supplémentaires avec ce parking qu'il y en a aujourd'hui. Enfin, concernant l'inquiétude liée aux nuisances sonores olfactives émises par la cave lors des périodes de vendange 2 mois dans l'année, le porteur de projet de la résidence Marie-Romieux sera informé de cet élément, notamment afin d'étudier une prise en compte dans l'isolation phonique renforcée du futur immeuble. Pour l'historique, la plupart de nos projets et la réhabilitation de friches, les laboratoires de Lafarge existaient. Il n'y a pas si longtemps que ça. Déjà, et vu la dimension, on imagine fort bien les trafics existants. Le personnel, les transporteurs, les visiteurs, un trafic de véhicules légers, mais également de camions de différents tonnages. L'ancienne maison de retraite des Opalines existait déjà aussi dans le quartier, et l'EHPAD à venir n'aura pas plus de nuisances que celle qui existait auparavant. Par ailleurs, suite à vos déléances et à votre amendement, cela impliquerait quoi? Un blocage des projets prêts à partir, puisqu'il serait lié à une condition sine qua non à la création d'un gératoire ou d'un rond-point, ce qui impliquerait un retard par exemple conséquent pour l'EHPAD. Je pose la question, les résidents de l'EHPAD n'ont-ils pas déjà trop attendu? Qu'en penserait leur famille? Faut-il continuer de laisser les friches à l'abandon, le labo Lafarge, les Opalines, qui ont déjà été vandalisées, tout a été arraché, vidé, abîmé? Voulez-vous laisser les futurs squats en place? Il y a déjà tellement de choses qui ont été par le passé laissées à l'abandon. Va-t-on continuer encore longtemps dans cette direction? Il y a d'autres projets, notamment le bâtiment des services techniques et l'EHPAD actuels, où l'on doit également déjà anticiper leur nouvelle destination. Alors, pour reprendre vos termes, non, cela ne va pas trop vite. Non, cela n'est pas fait de façon stalinienne. Oui, nous concertons. Oui, nous écoutons et nous savons changer notre fusil d'épaule quand cela est nécessaire. Je suis étonné de cet amendement car vous avez pourtant assisté à la réunion publique. Vous n'avez rien dit, mais vous avez bien entendu que nous étions engagés à rencontrer le service des routes que nous rencontrons le 2 juin. Il me semble quand même vous avoir entendu féliciter notre travail pour les projets de réhabilitation de friches, mais ça c'était peut-être avant. Attendez les conclusions des affaires en cours avant de parler à notre place. Et si nous avons monté des comités de quartier, des réunions publiques, ce n'est pas pour faire bien, c'est pour concerter. Pour chacun des projets et des permis qui ont été accordés, il y a eu enquête de la part des instances, la DDT, le CEREMA, la préfecture, la DRAC, l'ARS, etc. Il me semble bien qu'ils aient anticipé les risques de circulation. Que je sache, vous n'êtes pas responsable de route ni de la sécurité routière. Il faudra donc s'en remettre aux spécialistes, c'est leur métier. Et peut-être que le giratoire ou le rond-point ne sont pas les uniques solutions. Il faudra en trouver d'autres. Vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui se passe sur la RD 86 est une compétence exclusive du département, où je ne peux qu'accompagner tout projet afin de rassurer les riverains de ce quartier. Et pour conclure, pour toutes les raisons citées supra, nous ne voterons pas l'amendement. Si vous me permettez juste deux choses de première, parce que vous dites pour reprendre nos propos, alors pour vite, oui, c'est nos propos. La ligne 1, c'est pas nos propos. Donc pour que ce soit clair pour tout le monde, ne faites pas la gamme. D'autre part, vous faites part d'une particulière mauvaise foi, c'est pas écrit dans notre publication. Les commentaires, vous ne maîtrisez pas les commentaires qui sont sur la page de la ville, donc vous ne maîtrisez pas les commentaires qui sont sur notre page. D'autre part, vous faites part d'une particulière mauvaise foi en disant vous voulez remettre en cause la construction de l'EHPAD. Quand? Où avez-vous lu ça dans notre amendement? Notre amendement ne parle que de la friche des Opalines et de la friche des laboratoires de Lafarge. Point, c'est tout. On ne remet pas en cause tout ce qui est parti. Tous les groupes qui sont partis, et vous savez, le laboratoire Lafarge, il y a des projets aussi, donc ce n'est pas encore terminé. Pas tous les projets vont sortir en même temps.
Et il y a quand même une concertation qui va se faire avec le département. Donc je n'ai pas la baguette magique, je n'ai pas les pieds du droit, vous le savez pertinemment, de dire on va faire un gératoire, on va faire un rond-point, etc. Il faut trouver certainement d'autres solutions et nous travaillons sur ces solutions-là. Tout comme nous avons travaillé avec les arrêts de bus scolaires avec la région. Donc après, je veux dire, on peut tout entendre, mais on est là aussi, on a mis des instances pour discuter, pour échanger et pour concerter. Apparemment, mis à part les collectifs ou les grondes d'un côté ou comment je veux dire, les pétitions, je veux dire, il y a d'autres moyens de pouvoir en discuter, et on est là pour entendre. Et s'il y a des projets qui doivent être changés ou transformés ou modifiés, bien entendu, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas la ligne. Oui. Ce que vous avez dit tout à l'heure m'étonne un peu, parce que je faisais partie aussi de la réunion publique, et lors de diverses questions qui nous ont été posées au sujet de ce fameux carrefour, vous avez signalé à l'équipe qui était avec vous de bien le noter que vous n'en feriez pas au Conseil général. Donc, ce jour-là, vous n'étiez pas en contact avec eux encore. Puisque vous avez demandé à votre équipe de bien le noter. Je viens de vous dire que j'ai une réunion avec eux de 2 jours. Oui, mais ça s'est fait grâce à l'assistance qui Mais monsieur Murcia, vous n'écoutez pas quand je vous Non, mais j'ai parle. pas fini. Je viens de vous dire qu'une réunion, c'était une réunion publique. Une réunion publique, c'est pour concerter et entendre ce qui se dit. On n'est pas sourd. Donc, je veux dire, donc effectivement, il y a eu des gens, quand on a proposé le projet ou l'étude de projet qui s'est faite sur la mobilité, mais c'est bien que ça sert à quelque chose. Donc, je veux dire, on entend les gens quand ils ne sont pas contents, ou parce qu'il y a un problème, ou parce qu'ils ont une appréhension, ou parce qu'ils ont une peur quelconque. Donc, on a entendu que, effectivement, soit les arrêts de bus, soit la circulation, tout ça, etc. Donc, on a dit, on va prendre en tâche avec le service département et on va signaler que lors d'une réunion publique, on va remonter. Ça sert à ça, les comités de quartier. Je tiens à le souligner, par contre, ce que vous avez dit par la suite, que M. Alain n'a rien dit, le groupe, d'abord les délégués du groupe, on n'a rien dit parce qu'on ne veut pas interférer dans les réunions publiques, c'est Olivier Roy de parler. Nous, on est ici en démocratie. Mais vous êtes dit par aussi, monsieur. Oui, voilà. nous sommes élus, nous ne voulons pas faire tâche d'huile sur des sujets qui sont. Mais il n'y a pas de tâche d'huile, monsieur Murcia. Moi, si vous arrivez avec un projet, si vous arrivez dans une discussion, j'accepte de discuter avec vous, monsieur Murcia. Oui, mais en réunion publique, quoi. D'accord, ok. Vous voyez convenir que ce n'est pas notre rôle d'interférer. C'est Olivier Roy d'abord et les élus après. C'est pour ça que vous. Il n'y a pas de souci, mais on prend aussi vos suggestions. Bon, très bien. Oui. Le PLUI, donc, propose un schéma d'évolution sur le plan de l'habitat. Très bien. Dans ce cadre-là, il y a après concertation avec le département, mais de manière rapide et toujours associée à la révision du PLUI. Il faut, me semble-t-il, envisager des emplacements réservés autour de ce carrefour du 19 mars, de façon à ce que les propriétaires qui demain vendront leur maison ou autre sachent qu'il y aura éventuellement une servitude, donc pour l'aménagement du carrefour. Il faut profiter, puisque ce sont des perspectives, que ce soit à la Flarche, aux Organises, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de permis de construire, de délivrer, ce sont des perspectives. De la même manière, il faut à ce carrefour définir une perspective qui se fera peut-être pas, mais Monsieur Lavis, c'est bien. Monsieur Lavis, on l'a fait. On l'a entendu, comme on disait, on l'a fait. On a éventuellement. Non, ce n'est pas noté ici. Parce que ce qui n'est pas noté ici, etc., on vous a dit qu'il y avait quand même une concertation qui doit se faire. Mais je propose qu'on fasse. Il a été arrêté, le PLUH, au mois d'avril. Là, on est en train de valider par commune. Toute modification, je vous ai donné le schéma, vous pouvez, toutes les personnes qui ne sont pas d'accord ou qui voudraient rajouter quoi que ce soit, on a un projet derrière,
vous avez le commissaire enquêteur qui va venir, qui va étudier, et ensuite, donc, ça repassera. Mais ça serait tellement logique de le faire figurer après le Le PLUH a été arrêté, c'est pas nous qui allons refaire les règles, monsieur Lavis. Mais effectivement, nous avons envisagé, après la réunion du 2, nous envisagerons soit de préempter ou de prévoir effectivement l'agrandissement sur la 86. C'est une logique absolue. Donc on pourrait l'inscrire à la vie aussi. Et moi je propose comme décide, dans l'esprit, même si ça se fait ultérieurement. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou pas? Donc, qui est pour l'amendement? Qui s'abstient? Qui est contre? Donc, à la majorité. Et maintenant, nous allons délibérer donc, pour le projet de délibération, l'avis sur le PLUH Draga, arrêté par le Conseil communautaire du 10 avril 2025. Donc, après en avoir délibéré, alors le conseil municipal qui est favorable à ce PLUH, qui s'abstient, qui est contre. Okay. Merci Claire, merci Mathieu. On va délibérer. Donc, nous passons au point 4, suppression du 8e poste d'adjoint au maire. Alors, pour rappel, par délibération 2020-002 du 4 juillet 2020, le conseil municipal a fixé à 8 le nombre de postes d'adjoint au maire. Pour information, les dispositions de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales précisent qu'en cas de vacance de siège d'adjoint, quelle qu'en soit la cause, le conseil municipal doit se prononcer pour la suppression de poste d'adjoint ou l'élection parmi les conseillers municipaux d'un nouvel adjoint. Suite à la démission de M. Patrick François, 8e adjoint, un poste d'adjoint est devenu vacant. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer pour la suppression de ce poste d'adjoint. Je suis étonné qu'il ne soit pas reconduit ce poste d'adjoint qu'avait M. Patrick François, parce que au début de votre mandat, c'était nécessaire d'en avoir un, dans vos travaux, évidemment un, et maintenant ça passe un peu à l'astre. Je voudrais savoir qui va prendre en charge tout ce qui correspond à la sécurité. Je vais les énumérer parce qu'il n'y en avait pas que M. François. Oui, mais on n'a pas besoin de la sécurité, tout ça, vous avez vu. Or, ça a été déterminé après. Les services techniques, les travaux, l'entretien. Je vais vous répondre. C'est pas la peine de d'énumérer, je vous réponds. Donc, pourquoi le transport et les espaces. Voilà. Donc, tout simplement parce que vous savez très bien qu'il y a des élections municipales dans quelques mois. Donc, on ne va pas reconduire un poste, on ne va pas reconduire un adjoint pour pouvoir le former, etc. On est déjà au mois de juin, même la semaine prochaine, pour le mois de mars. Donc, on ne va pas reconduire. On s'est partagé les délégations. Et en ce qui concerne les espaces verts, les travaux, les services techniques, c'est moi qui récupère. Vous allez prendre tout ça? Oui. Voilà. J'ai déjà pris depuis le premier arrivé. Donc, vous avez une question, c'est bien. Voilà. Quelle était votre question? Non, c'était la deuxième. La première, pourquoi vous n'avez pas reconduit le poste d'adjoint. La deuxième qui va prendre en charge, donc c'est vous. Voilà. Très bien. Même, vous aviez déjà des trucs avant moi? Non, je ne faisais rien, monsieur. C'est pour ça que je prends le poste d'adjoint au travail. Vous avez repris aussi les postes de M. Safran aussi? Non, je n'ai pas repris le poste de M. Safran. L'urbanisme, vous n'avez pas repris? Non, j'ai toujours eu, monsieur. C'est pas M. Safran qui l'a Non, ah. non. Ou alors vous avez une au début. Non. Pourtant, c'est manqué. Bon, si... Non, je veux dire que on considère que c'est pas ce poste de 8e adjoint qu'il fallait supprimer, mais au moins la moitié des postes des conseillers. D'accord. Bon, c'est un autre sujet. Allez, donc, on passe au vote. Proposer de supprimer ce poste. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Allez, à la majorité.
On passe au point la nouvelle répartition des indemnités de fonction attribuées aux élus. Pour rappel, conformément aux articles L21, 23, 19, L23, 20 et L21, 23, 24 du CGCT, il appartient au conseil municipal de fixer dans les conditions prévues par la loi les indemnités de fonction versées aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux délégués, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général. Donc, considérant la possibilité d'annuler les dites indemnités en fonction d'une grille de répartition proposée par le maire, à condition de ne pas dépasser l'enveloppe forfaitaire globale réglementaire. Suite à la démission de M. Patrick François en tant que 8e adjoint conseiller municipal, il convient de modifier le taux des indemnités de fonction aux élus comme suit. Le maire 54,55 de l'indice brut 2027. Plafond maximum 55%, un ancien taux 55%, adjoint 16,60 de l'indice brut 2027, 22%, ancien taux 17,05%, et délégué 3,15 de l'indice brut 2027, plafond maximum 6%, ancien taux 4%. Avez-vous des questions? Donc l'enveloppe se calcule sur l'indice déterminé et en supprimant le poste d'adjoint, il y a une diminution équitable que l'on a choisi de faire entre le maire, les adjoints et les conseillers, ce qui va faire une diminution environ de 20 € pour chaque personne. Oui, alors, donc vous parlez de baisse, si on regarde par rapport à 2020, ça reste quand même une hausse, parce que vous-même, même avec la baisse du taux, vous passez de 2139 à 2242, et les adjoints peuvent de 663 à 680. Seuls les conseillers délégués baissent vraiment, eux, leur indemnité. J'ai une remarque aussi à faire sur la rédaction de délibération, parce qu'il semble que vous n'ayez pas retenu la leçon du premier document du tribunal administratif de Lyon, puisque la délibération ne vise pas les arrêtés de délégation, et en particulier celui de la nouvelle conseillère municipale. Bon, après, c'est toujours sous réserve de l'appréciation souveraine du tribunal administratif, mais nous ne saurions que vous conseiller de la compléter avec le visa des arrêtés de délégation. Sur le fond, ces deux délibérations qui de nouveau proposent l'indemnisation de tous les conseillers de la majorité, ce qui nous oppose depuis le début du mandat et qui crée une réelle rupture démocratique. Nous nous opposerons donc de nouveau avec force à cette délibération. Et enfin, je voudrais terminer avec deux questions. Le tableau annexe qui est joint à la délibération nous amène deux interrogations. On va savoir depuis quand Pierre Saffort a récupéré sa délégation urbanisme, patrimoine et tourisme, comme il est indiqué dans le tableau. Et nous souhaitons aussi interroger Isabelle Boyer, qui se voit confier une division parmi ses délégations, une délégation à la carte coopérative, pour savoir s'il s'agira de défendre les intérêts des viticulteurs membres de la carte coopérative qui sont opposés au projet urbain porté par la commune dans ce secteur, ou pour défendre les intérêts de la commune. Gilles? Oui, sur le monsieur Saffort, effectivement, c'est une petite coquille, le terme urbanisme, c'était à retirer, effectivement. Et le patrimoine. Le patrimoine, effectivement, il y a une petite coquille là-dessus.